Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante de Michael Constantin, la légende du cinéma français reconnue pour sa personnalité plus grande que nature et ses performances puissantes. Avec des rôles inoubliables dans des classiques tels que Les aventures de Rabbi Jacob et Z, Constantin a laissé une empreinte indélébile sur le grand écran, captivant les spectateurs avec son mélange unique d'humour et d'intensité. Mais derrière les projecteurs, son parcours a été aussi dramatique que ses rôles, se concluant par un chapitre final poignant et inattendu. Rejoignez-nous pour explorer les hauts et les bas de la vie de cet acteur remarquable. Si vous êtes passionné par la découverte des histoires méconnues des grandes figures d'Hollywood, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres récits captivants. Son ascension vers la gloire. Né en juillet 1924, dans le 15e arrondissement de Paris, Michael Constantin, nommé à l'origine Constantin Khokhlof, avait un héritage unique et diversifié. Son père, Naoum Khokhlof, était un officier de l'armée russe avec des racines remontant à la Mongolie, un lignage qui a valu à Michael le surnom de « le Kalmyk » de la part du réalisateur Józef Giovanni. Sa mère, d'origine polonaise, était née à Varsovie, et son père avait été gouverneur de Varsovie pendant l'ère tsariste. Comme beaucoup de Russes blancs, les parents de Michael ont émigré en France début 1919, cherchant refuge dans un nouveau pays après les bouleversements de la Révolution russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Michael a travaillé dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt, où sa famille s'était installée. Après la Libération, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant une usine d'aiguilles à tricoter, la plus grande de France, selon lui, et est devenu journaliste au quotidien L'Équipe. Cependant, ce n'était pas seulement les affaires qui l'intéressaient. De stature imposante à 1,85 m, Michael était également passionné par le sport. En 1948, il rejoint la section de volley-ball du CO Billancourt, où il joue plusieurs années, remportant même le championnat de France en 1954. Son talent sur le terrain ne passe pas inaperçu. Il est régulièrement sélectionné pour l'équipe nationale française. Son implication dans le sport ne se limitait pas au jeu, puisqu'il travaillait également comme journaliste freelance pour le journal L'Équipe depuis 1951. L'entrée de Michael dans le monde du cinéma se fit presque par hasard. En 1959, alors que le réalisateur Jacques Becker préparait l'adaptation du roman de Józef Giovanni, Le Trou, il cherchait des acteurs amateurs pour incarner des prisonniers projetant une évasion de la prison de la Santé. Le fils de Becker, Jean, ayant croisé Michael sur les terrains de volley-ball, le recommanda pour un rôle. Cette opportunité marqua le début de la transformation de Michael, passant de sportif à acteur. Adoptant le nom de scène Michel Constantin, il entama une carrière cinématographique prolifique qui s'étendit sur plus de 3 décennies, apparaissant dans 64 films et émissions de télévision jusqu'en 1994. En plus de sa carrière d'acteur, les années 1970 virent Michael assumer un nouveau rôle en tant qu'animateur dans des villages de vacances. Il divertit d'abord les vacanciers à Cesena, en Italie, puis en Corse, au village de vacances de Croix du Sud Caramontino, dans la baie pittoresque de Pinarello à Zonza. Un acteur notable de l'histoire du cinéma français. Après le succès de Le Trou, Michael Constantin commença à s'imposer au début des années 1960, souvent dans des rôles de gangster, en raison de son allure robuste et de sa présence imposante. Son véritable tournant se produisit en 1965 avec Les Grandes Gueules, réalisé par Robert Enrico, où il incarnait un ancien détenu engagé comme bûcheron aux côtés de Lino Ventura et Bourvil. Le succès du film, attirant 3,6 millions de spectateurs en France, marqua une étape importante dans la carrière de Constantin. En 1966, Constantin retrouva Lino Ventura dans « Ne nous fâchons pas », une parodie de film policier réalisé par Georges Lautner. Cela fut suivi par Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville, un classique du cinéma policier. Pendant les premières années, les répétitions du groupe étaient souvent intenses, Joe poussant ses enfants à perfectionner leur performance.
L'approche de Joe Jackson en matière de discipline était sévère et a eu un impact durable sur Michael. Michael Jackson a lui-même raconté les méthodes physiquement et émotionnellement abusives de son père durant ses années formatrices. Il a rapporté que Joe s'asseyait souvent sur une chaise avec une ceinture à la main pendant les répétitions, prêt à punir toute erreur. Cet environnement de peur et de discipline stricte a été une partie significative de la jeunesse de Michael. Michael a mentionné que son père avait critiqué son apparence, notamment en lui disant qu'il avait un gros nez, ce qui a contribué à son sentiment d'insécurité et de détresse émotionnelle. Joe Jackson a plus tard reconnu qu'il utilisait la punition corporelle comme moyen de discipline, confirmant qu'il fouettait régulièrement Michael. Catherine Jackson, la mère de Michael, a observé que, bien qu'une telle discipline physique soit répandue à son époque et acceptée comme une forme d'éducation des enfants, elle est depuis reconnue comme abusive. Cette différence générationnelle dans la compréhension et l'approche de la discipline était évidente dans les différentes perspectives au sein de la famille Jackson. Jackie, Tito, Jermaine et Marlon Jackson, les frères aînés, minimisaient généralement la sévérité de la discipline de leur père, suggérant que sa rigueur avait permis de maintenir l'ordre et de les tenir à l'écart des ennuis. Ils croyaient que la jeunesse et la sensibilité de Michael l'avaient rendu plus affecté par la discipline par rapport à eux. Leur point de vue contrastait fortement avec les expériences et réflexions de Michael sur son enfance. Michael décrivait souvent son enfance comme marquée par la solitude et l'isolement. Malgré le fait d'être entouré par sa famille et d'être propulsé sous les feux de la rampe dès son jeune âge, il ressentait un profond sentiment de solitude. La nature exigeante de la discipline de son père et les pressions liées à la célébrité précoce ont contribué à ses luttes émotionnelles et à un sentiment d'aliénation vis-à-vis de ses pairs et même de sa famille. En 1965, le groupe familial des Jackson a connu des changements significatifs qui ont marqué le début de leur ascension vers la notoriété. Les Jackson Brothers, qui comprenaient à l'origine Jackie, Tito, Jermaine et Michael Jackson, se sont rebaptisés les Jackson 5, reflétant leur nouvelle direction musicale et la présence grandissante de Michael en tant que chanteur principal. En 1965, Michael Jackson a commencé à partager les voix principales avec son frère aîné Jermaine. Cette transition a marqué un tournant pour le groupe, mettant en lumière le talent naissant et la maîtrise vocale de Michael. Cette même année, les Jackson 5 ont remporté un concours local de talent, un moment critique dans le début de leur carrière. La performance de Michael fut particulièrement remarquable. Il a exécuté une routine de danse sur la chanson Barefootin' de Robert Parker, 1965, et a chanté le classique My Girl des Temptations. Cette victoire a non seulement mis en lumière la présence charismatique de Michael sur scène, mais a également démontré le potentiel du groupe pour un succès plus large. Entre 1966 et 1968, les Jackson 5 ont entrepris une tournée intensive à travers le Midwest. Leurs performances les ont conduits dans une variété de lieux, y compris une série de clubs noirs connus sous le nom de Chitlin Circuit. Ce circuit comprenait des clubs importants pour les artistes et le public afro-américain de l'époque. Les Jackson 5 faisaient fréquemment les premières parties d'artistes établis tels que Sam and Dave, les O'Jays, Gladys Knight et Etta James. Les Jackson 5 se produisaient également dans des lieux variés tels que des clubs, des lounges avec des spectacles de striptease, ainsi que des auditoriums locaux et des danses de lycée. Ces performances diverses leur ont permis de toucher différents publics et d'acquérir une précieuse expérience de la scène. Un moment charnière dans la carrière des Jackson 5 eut lieu en août 1967 lorsque le groupe remporta un concours hebdomadaire pour amateurs au prestigieux Apollo Theater à Harlem. Le théâtre Apollo, célèbre pour son histoire de révélation de nouveaux talents, offrait une plateforme significative aux Jackson 5. Remporter ce concours fut une réalisation cruciale qui permit de consolider leur réputation et d'attirer l'attention des grandes figures de l'industrie. Maud Searles était plus que la femme d'un acteur célèbre.
Elle était une femme d'intellect et de compassion, connue pour son travail en tant qu'enseignante et son dévouement à sa famille. Son rôle dans la vie de Michel allait au-delà de celui de l'épouse. Elle était sa confidente, son ancre et son plus grand soutien. Michel parlait souvent de Maude avec une profonde admiration, lui attribuant le mérite d'être le socle de leur famille. Sa compréhension des pressions et des exigences de sa carrière lui permettait de poursuivre sa passion pour le cinéma, sachant que son foyer était entre de bonnes mains. Cependant, la tragédie frappa en 1996 lorsque Maude décéda de manière inattendue. Sa mort fut un coup dévastateur pour Michel, qui avait compté sur sa compagnie et son soutien pendant près de 40 ans. La perte de Maude laissa un vide dans la vie de Michel qui ne pourrait jamais être comblé. Dans les interviews qui suivirent de sa mort, Michel parla souvent de la profonde douleur qu'il ressentait, décrivant Maude non seulement comme l'amour de sa vie, mais aussi comme sa plus proche amie et partenaire. Il partagea combien il était difficile de continuer sans elle, reconnaissant que son absence était ressentie dans tous les aspects de sa vie. Les réflexions de Michel sur la mort de Maude révélaient la profondeur de son amour et de sa dépendance envers elle. Il la décrivait comme sa lumière guide, quelqu'un qui avait contribué à façonner sa vie et sa carrière. Sa mort prématurée fut un tournant pour Michel, et ceux qui le connaissaient notèrent qu'il ne fut jamais tout à fait le même par la suite. La force et la vitalité qui l'avaient caractérisé tout au long de sa vie semblaient diminuer à la suite du décès de Maude, alors qu'il peinait à faire face à la perte. Dans les années suivant sa mort, Michel chercha du réconfort dans les souvenirs de leur temps ensemble. Ils se retiraient souvent dans leur maison à Sainte-Maxime, un lieu qui recelait d'innombrables souvenirs de moments plus heureux. Là, entouré des rappels de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Michel trouva une certaine paix. Son jardin, où il avait passé de nombreuses heures avec Maude, devint un lieu de réflexion, un sanctuaire où il pouvait sentir sa présence même en son absence. La fille du couple, Sophie, joua également un rôle crucial pour aider Michel à traverser le chagrin de la perte de Maude. Sophie, qui avait hérité de la nature douce de sa mère et de la résilience de son père, devint une source de réconfort pour Michel. Leur relation se renforça dans les années suivant la mort de Maude, alors qu'ils se soutenaient mutuellement. La présence de Sophie dans sa vie aida Michel à trouver la force de continuer, même s'il continuait à pleurer la perte de sa femme bien-aimée. Santé déclinante et départ triste mais significatif de ce monde. La santé de Michel Constantin commença à se détériorer de manière notable au début des années 2000, marquant une période de préoccupation importante pour son bien-être. Connu pour sa présence robuste dans le cinéma français, Constantin commença à faire face à une série de problèmes de santé qui affectèrent sa vie quotidienne et sa carrière. Il souffrit de problèmes cardiovasculaires et respiratoires, contribuant à son état de déclin. En 2003, la situation de santé de Constantin devint plus critique, nécessitant une hospitalisation pour une grave crise sanitaire. Bien que les détails spécifiques de son état ne furent pas largement divulgués, il était évident que sa santé était en défaillance. Cette hospitalisation marqua un tournant, car il devint clair que sa capacité à travailler et à participer à la vie publique était gravement compromise. Alors que sa santé continuait à se détériorer, Constantin fut contraint de prendre sa retraite d'acteur, une carrière qui avait fait de lui une figure de proue du cinéma français. La décision de se retirer des projecteurs fut dictée par la détérioration de sa santé, rendant de plus en plus difficile pour lui de performer et de maintenir son niveau d'activité précédent. Au cours de ces dernières années, Michel Constantin vécut dans une relative retraite, loin des yeux du public. Ses défis de santé continuèrent d'affecter sa qualité de vie, menant à une fin discrète et privée à une carrière marquée. Malgré son statut légendaire dans le cinéma français, ses dernières années furent assombries par des problèmes de santé persistants qui l'empêchèrent de profiter de la vie active qu'il avait autrefois. Grande figure de l'industrie. Michel Constantin décéda le 29 août 2003
à l'âge de 79 ans, d'une crise cardiaque durant la fameuse canicule qui sévit en Europe cet été-là. La canicule, qui coûta la vie à des milliers de personnes à travers le continent, fut particulièrement sévère en France, où les températures atteignirent des niveaux records. Constantin, qui avait vécu une vie vibrante et active, ne fut pas épargné par les conditions extrêmes de cette année-là. Sa mort marqua la fin d'une époque pour le cinéma français, car il avait été une figure bien aimée, tant à l'écran qu'en dehors. Ses funérailles eurent lieu le 3 novembre 2003 à l'église Saint-Roch à Paris. La cérémonie fut assistée par sa famille proche, des amis et de nombreuses personnalités notables du cinéma français venues lui rendre hommage. La présence de collègues et d'amis de l'industrie cinématographique souligna l'impact que Constantin avait eu sur le cinéma français. Jean-Paul Belmondo, un ami proche et collègue acteur, rendit hommage à Constantin, reconnaissant son immense talent et la profonde amitié qu'il partageait. Belmondo parla de l'impact significatif que Constantin avait eu sur lui, tant sur le plan personnel que professionnel, réfléchissant à leur temps passé ensemble. Claude Lelouch, le réalisateur français renommé qui avait collaboré avec Constantin, exprima également sa tristesse. Lelouch loua la présence unique de Constantin et souligna ses contributions substantielles au cinéma français, mettant en avant le rôle important de l'acteur dans divers projets cinématographiques. Jean-Pierre Mocky, un réalisateur et collaborateur fréquent de Constantin, se souvint avec affection du travail accompli avec lui. Mocky rappela le professionnalisme et le charisme de Constantin, notant le vide laissé par sa disparition dans l'industrie. Isabelle Adjani, une actrice acclamée ayant travaillé avec Constantin, exprima également ses condoléances. Elle loua les performances remarquables de Constantin et l'influence qu'il avait eue sur le cinéma français, reconnaissant la profondeur de son impact dans le domaine. La mort de Michel en 2003, seulement 7 ans après celle de sa femme, marqua la fin d'une vie profondément liée à la sienne. Conformément à ses souhaits, les cendres de Michel furent dispersées sur la plage de la presqu'île de Giens, le lieu même où il avait rencontré Maude pour la première fois. Ce geste final était approprié, le ramenant à l'endroit où leur histoire d'amour avait commencé. Hommage à Michel Constantin. En l'an 2000, Michel Constantin fut célébré dans le quotidien sportif L'Équipe comme l'un des 12 joueurs constituant la équipe française du siècle. Cette reconnaissance souligna son impact significatif non seulement dans sa carrière d'acteur, mais aussi dans le domaine du sport, mettant en avant son statut en tant que figure notable de l'histoire culturelle française. La nouvelle du décès de Michel Constantin en août 2003 fut accueillie avec une profonde tristesse dans toute l'industrie du divertissement en France. Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture et de la Communication, exprima ses condoléances avec un hommage sincère. Ayagon nota « J'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Michel Constantin, acteur emblématique de qualité qui a diverti le cinéma français. La présence de sa silhouette imposante et les profondeurs de sa voix ont imprégné les films des grands réalisateurs français tels que Jean Becker, Robert Enrico, Jean-Pierre Melville et Georges Lautner. Ce physique, associé à un talent indéniable pour jouer très souvent des personnages au comportement marginal, lui a permis de gagner l'affection durable du public et de laisser son empreinte sur le grand cinéma français populaire et de qualité. À sa famille et à ses amis, j'adresse mes plus sincères condoléances. L'héritage de Michel Constantin fut de nouveau honoré le 21 mai 2011, lors de l'inauguration de la salle Michel Constantin dans l'un des cinémas du Carré Léon Gaumont à Sainte-Maxime. L'événement fut un hommage à son influence durable, en présence du maire de Sainte-Maxime, Vincent Maurice, ainsi que de la fille de Constantin, Sophie Hochloff, de son petit-fils Niels et de son gendre Patrick. Cette dédicace témoigne de l'impact significatif que Michel Constantin a eu sur sa communauté et de l'affection durable avec laquelle il fut souvenir.
En reconnaissance de sa passion pour le bridge, un tournoi notable a lieu chaque année depuis 2011 en son honneur. Le club de bridge de Sainte-Maxime organise le tournoi Michel Constantin, reflétant son profond enthousiasme pour le jeu. Constantin avait été un vice-président dévoué du club depuis 1984 et pendant plus de 15 ans, un rôle qu'il chérissait particulièrement. Selon sa fille Sophie, papa disait souvent que ce club de bridge était son enfant. Il en était très fier. Aimé, tant à l'écran qu'en dehors. Ses funérailles eurent lieu le 3 novembre 2003 à l'église Saint-Roch à Paris. À la fin de 1993, Michael Jackson a demandé en mariage Lisa Marie Presley, la fille du légendaire Elvis Presley, par téléphone. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée à La Vega, en République dominicaine, en mai 1994, officiée par le juge civil Hugo Francisco Alvarez Pérez. Ce mariage a été très médiatisé et scruté par les médias, beaucoup spéculant sur l'authenticité et les motivations derrière cette union. Malgré leurs efforts pour afficher une unité, Jackson et Presley ont divorcé en janvier 1996, après moins de 2 ans de mariage. Leur relation est restée un sujet de fascination, en particulier compte tenu de leurs origines très médiatisées et de l'énorme intérêt public pour leurs vies respectives. Lors de la tournée mondiale History en 1996, Jackson a épousé Debbie Rowe, une assistante en dermatologie qui travaillait pour son dermatologue, le docteur Arnold Klein. Au moment de leur mariage, Rowe était enceinte de 6 mois du premier enfant de Jackson. Leur fils, Michael Joseph Jackson Jr., communément appelé Prince, est né le 13 février 1997. Leur fille, Paris Michael Catherine Jackson, a suivi le 3 avril 1998. Le mariage de Jackson et Rowe a été relativement de courte durée et ils ont divorcé en 2000. Dans le cadre du règlement de divorce, Rowe a cédé la garde de leurs enfants à Jackson et a reçu un règlement de 8 millions de dollars. Malgré la fin de leur mariage, Rowe et Jackson auraient maintenu une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Le 9 janvier 2002, le 3e enfant de Jackson, Prince Michael Jackson II, surnommé Blanket, est né d'une mère porteuse anonyme. L'enfant a été conçu par insémination artificielle, et Jackson en a conservé la garde exclusive. L'un des moments les plus controversés impliquant Jackson et ses enfants a eu lieu le 20 novembre 2002, lorsque Jackson a brièvement tenu son fils nourrisson, Blanket, au-dessus de la rambarde de sa chambre d'hôtel à Berlin, à 4 étages du sol. L'incident a été capturé par des photographes et est rapidement devenu viral, suscitant une vaste critique et des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant. Jackson a ensuite présenté ses excuses pour cet incident, le qualifiant de « terrible erreur ». Il a expliqué qu'il s'était laissé emporter par l'excitation de montrer son fils à ses fans et n'avait pas eu l'intention de le mettre en danger. Tout au long de leur enfance, Jackson a pris des mesures importantes pour protéger la vie privée de ses enfants. Il les faisait souvent porter des masques ou couvrir leur visage en public afin de les protéger des paparazzis et de l'attention médiatique. Cette pratique faisait partie des efforts de Jackson pour offrir à ses enfants un semblant de normalité et les protéger de l'intense surveillance publique qui avait marqué sa propre vie dès son plus jeune âge. Les luttes de Michael Jackson contre l'addiction furent un aspect tragique et significatif de sa vie, affectant à la fois sa santé et sa carrière. Sa dépendance aux analgésiques, aggravée par ses problèmes juridiques et personnels très médiatisés, a culminé dans une fin dévastatrice. La lutte de Michael Jackson contre la dépendance aux antidouleurs a commencé après un tragique accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984. Pendant le tournage, un dysfonctionnement des effets pyrotechniques a provoqué de graves brûlures au cuir chevelu de Jackson. Pour gérer la douleur causée par les chirurgies reconstructrices qui ont suivi l'accident, Jackson a commencé à prendre des analgésiques. Au fil du temps, son utilisation de ces médicaments a augmenté, en particulier lorsqu'il faisait face à un stress croissant dû à diverses pressions, y compris les accusations sexuelles de 1993. En novembre 1993,
La combinaison du stress lié aux allégations, des problèmes de santé et de sa dépendance croissante aux analgésiques a conduit Jackson à annuler le reste de sa tournée mondiale, Dangerous. Il a cherché un traitement pour son addiction, montrant l'impact sévère que ces événements avaient eu sur sa santé physique et mentale. Dans plus de 15 ans, un rôle qu'il chérissait particulièrement. Selon sa fille Sophie, papa disait souvent que ce club de bridge était son enfant. Il en était très fier. Aimé, tant à l'écran qu'en dehors. Ses funérailles eurent lieu le 3 novembre 2003 à l'église Saint-Roch à Paris. À la fin de 1993, Michael Jackson a demandé en mariage Lisa Marie Presley, la fille du légendaire Elvis Presley, par téléphone. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée. De plus, la mémoire de Michel Constantin est préservée par une rue portant son nom dans le village du Pradet dans le Var. Ce geste constitue un hommage durable à ses contributions tant aux arts qu'à sa communauté locale, garantissant que son héritage perdure dans les lieux qu'il chérissait. Le parcours de Michel Constantin fut marqué par des réalisations significatives et des connexions personnelles qui façonnèrent sa vie, y compris son amour profond pour sa femme Maude et sa fierté pour sa fille Sophie. Son histoire nous rappelle l'influence puissante que l'amour, la passion et le dévouement peuvent avoir pour laisser une empreinte durable dans le monde. Quelle performance de Michel Constantin sur grand écran vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce regard sur la vie de Michel Constantin et souhaitez explorer davantage d'histoires sur des figures emblématiques et leurs héritages, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de votre visionnage. Jackson a suivi le 3 avril 1998. Le mariage de Jackson et Rowe a été relativement de courte durée, et ils ont divorcé en 2000. Dans le cadre du règlement de divorce, Rowe a cédé la garde de leurs enfants à Jackson et a reçu un règlement de 8 millions de dollars. Malgré la fin de leur mariage, Rowe et Jackson auraient maintenu une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Le 9 janvier 2002, le troisième enfant de Jackson, Prince Michael Jackson II, surnommé Blanket, est né d'une mère porteuse anonyme. L'enfant a été conçu par insémination artificielle, et Jackson en a conservé la garde exclusive. L'un des moments les plus controversés impliquant Jackson et ses enfants a eu lieu le 20 novembre 2002, lorsque Jackson a brièvement tenu son fils nourrisson, Blanket, au-dessus de la rambarde de sa chambre d'hôtel à Berlin, à 4 étages du sol. L'incident a été capturé par des photographes et est rapidement devenu viral, suscitant une vaste critique et des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant. Jackson a ensuite présenté ses excuses pour cet incident, le qualifiant de « terrible erreur ». Il a expliqué qu'il s'était laissé emporter par l'excitation de montrer son fils à ses fans et n'avait pas eu l'intention de le mettre en danger. Tout au long de leur enfance, Jackson a pris des mesures importantes pour protéger la vie privée de ses enfants. Il les faisait souvent porter des masques ou couvrir leur visage en public afin de les protéger des paparazzis et de l'attention médiatique. Cette pratique faisait partie des efforts de Jackson pour offrir à ses enfants un semblant de normalité et les protéger de l'intense surveillance publique qui avait marqué sa propre vie dès son plus jeune âge. Les luttes de Michael Jackson contre l'addiction furent un aspect tragique et significatif de sa vie, affectant à la fois sa santé et sa carrière. Sa dépendance aux analgésiques, aggravée par ses problèmes juridiques et personnels très médiatisés, a culminé dans une fin dévastatrice. La lutte de Michael Jackson contre la dépendance aux antidouleurs a commencé après un tragique accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984. Pendant le tournage, un dysfonctionnement des effets pyrotechniques a provoqué de graves brûlures au cuir chevelu de Jackson. Pour gérer la douleur causée par les chirurgies reconstructrices qui ont suivi l'accident, Jackson a commencé à prendre des analgésiques. Au fil du temps, son utilisation de ces médicaments a augmenté, en particulier lorsqu'il faisait face à un stress croissant dû à diverses pressions,
y compris les accusations sexuelles de 1993. En novembre 1993, la combinaison du stress lié aux allégations, des problèmes de santé et de sa dépendance croissante aux analgésiques a conduit Jackson à annuler le reste de sa tournée mondiale, Dangerous. Il a cherché un traitement pour son addiction, montrant l'impact sévère que ces événements avaient eu sur sa santé physique et mentale. Dans plus de 15 ans, un rôle qu'il chérissait particulièrement. Selon sa fille Sophie, papa disait souvent que ce club de bridge était son enfant. Il en était très fier. Aimé, tant à l'écran qu'en dehors. Ses funérailles eurent lieu le 3. À la fin de 1993, Michael Jackson a demandé en mariage Lisa Marie Presley, la fille du légendaire Elvis Presley, par téléphone. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée à La Vega, en République dominicaine, en mai 1994, officié par le juge civil Hugo Francisco Alvarez Pérez. Ce mariage a été très médiatisé et scruté par les médias, beaucoup spéculant sur l'authenticité et les motivations derrière cette union. Malgré leurs efforts pour afficher une unité, Jackson et Presley ont divorcé en janvier 1996, après moins de 2 ans de mariage. Leur relation est restée un sujet de fascination, en particulier compte tenu de leurs origines très médiatisées et de l'énorme intérêt public pour leur vie respective. Lors de la tournée mondiale History en 1996, Jackson a épousé Debbie Rowe, une assistante en dermatologie qui travaillait pour son dermatologue, le docteur Arnold Klein. Au moment de leur mariage, Rowe était enceinte de 6 mois du premier enfant de Jackson. Leur fils, Michael Joseph Jackson Jr., communément appelé Prince, est né le 13 février 1997. Leur fille, Paris Michael Catherine Jackson, a suivi le 3 avril 1998. Le mariage de Jackson et Rowe a été relativement de courte durée et ils ont divorcé en 2000. Dans le cadre du règlement de divorce, Rowe a cédé la garde de leurs enfants à Jackson et a reçu un règlement de 8 millions de dollars. Malgré la fin de leur mariage, Rowe et Jackson auraient maintenu une relation cordiale pour le bien de leurs enfants. Le 9 janvier 2002, le 3e enfant de Jackson, Prince Michael Jackson II, surnommé Blanket, est né d'une mère porteuse anonyme. L'enfant a été conçu par insémination artificielle, et Jackson en a conservé la garde exclusive. L'un des moments les plus controversés impliquant Jackson et ses enfants a eu lieu le 20 novembre 2002, lorsque Jackson a brièvement tenu son fils nourrisson, Blanket, au-dessus de la rambarde de sa chambre d'hôtel à Berlin, à 4 étages du sol. L'incident a été capturé par des photographes et est rapidement devenu viral, suscitant une vaste critique et des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant. Jackson a ensuite présenté ses excuses pour cet incident, le qualifiant de « terrible erreur ». Il a expliqué qu'il s'était laissé emporter par l'excitation de montrer son fils à ses fans et n'avait pas eu l'intention de le mettre en danger. Tout au long de leur enfance, Jackson a pris des mesures importantes pour protéger la vie privée de ses enfants. Il les faisait souvent porter des masques ou couvrir leur visage en public afin de les protéger des paparazzis et de l'attention médiatique. Cette pratique faisait partie des efforts de Jackson pour offrir à ses enfants un semblant de normalité et les protéger de l'intense surveillance publique qui avait marqué sa propre vie dès son plus jeune âge. Les luttes de Michael Jackson contre l'addiction furent un aspect tragique et significatif de sa vie, affectant à la fois sa santé et sa carrière. Sa dépendance aux analgésiques, aggravée par ses problèmes juridiques et personnels très médiatisés, a culminé dans une fin dévastatrice. La lutte de Michael Jackson contre la dépendance aux antidouleurs a commencé après un tragique accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984. Pendant le tournage, un dysfonctionnement des effets pyrotechniques a provoqué de graves brûlures au cuir chevelu de Jackson. Pour gérer la douleur causée par les chirurgies reconstructrices qui ont suivi l'accident, Jackson a commencé à prendre des analgésiques. Au fil du temps, son utilisation de ces médicaments a augmenté, en particulier lorsqu'il faisait face à un stress croissant dû à diverses pressions, y compris les accusations sexuelles de 1993.
En novembre 1993, la combinaison du stress lié aux allégations, des problèmes de santé et de sa dépendance croissante aux analgésiques a conduit Jackson à annuler le reste de sa tournée mondiale, Dangerous. Il a cherché un traitement pour son addiction, montrant l'impact sévère que ces événements avaient eu sur sa santé physique et mentale. En mars 2009, au milieu de spéculations continues sur ses finances et sa santé, Jackson a annoncé une série de concerts de retour intitulés « This Is It ». Lors d'une conférence de presse à l'O2 Arena à Londres, il a révélé que ces concerts seraient ses premières performances majeures depuis la fin de la tournée History World Tour en 1997. Jackson a laissé entendre que This Is It serait sa dernière apparition, indiquant qu'il prévoyait de prendre sa retraite des performances live après cette série de concerts. L'annonce a généré une excitation et une anticipation considérables. Les fans du monde entier attendaient avec impatience le retour de Jackson sur scène, et toutes les dates des concerts se sont rapidement vendues. Les spectacles devaient commencer en juillet 2009 et étaient attendus comme un événement monumental dans la carrière de Jackson, susceptible de revitaliser son image publique et sa situation financière. Tragiquement, le 25 juin 2009, moins de 3 semaines avant le début des concerts This Is It, Michael Jackson est décédé d'un arrêt cardiaque dans sa résidence louée à Holmby Hills, Los Angeles. La mort de Michael Jackson a marqué la fin d'une vie tumultueuse, remplie de réalisations extraordinaires et de défis profonds. Son influence sur la musique, la danse et la culture populaire reste inégalée. Malgré les controverses et les luttes qui ont marqué ces dernières années, les contributions de Jackson à l'industrie du divertissement et son impact sur d'innombrables artistes et fans sont des aspects durables de son héritage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.